J'ai un gros défaut. J'adore traîner dehors à toutes les heures. Mais j'ai une excuse. Je suis un adepte du stargazing. Stargazing, c'est un joli mot anglais qui n'a pas vraiment d'équivalent en français qu'on pourrait traduire par rêvasser aux étoiles. Je ne suis pas le seul à le faire. Je pense que l'humanité fait ça depuis des milliers d'années. Moi, mon truc, c'est ces vastes champs stellaires comme ceux que vous voyez sur la photo, où il y a des dizaines de milliers d'étoiles. On peut prendre cette photo-là depuis son jardin en périphérie namuroise. Et autour de ces dizaines de milliers d'étoiles qu'embrasse le regard, il y a tellement de mondes différents, de planètes. C'est vertigineux. Le ciel ne fait pas que m'inspirer, il m'aspire également. C'est l'appel des étoiles. Je suis convaincu que cet appel des étoiles, tous les stargazers le ressentent, tous ceux qui sont passionnés du ciel le ressentent. Je suis convaincu en fait que l'humanité a une longue histoire d'amour avec le ciel. Les plus anciennes représentations du ciel datent d'il y a plusieurs milliers d'années. Elles servaient aux anciens à repérer les astres qui rythmaient les saisons lorsqu'ils apparaissaient dans le ciel suivant la période de l'année. Cela les aidait à savoir quand ils devaient semer, quand ils devaient récolter et quand ils devaient célébrer sous la lumière silencieuse des étoiles. Au XVIIe siècle, on a inventé quelque chose de magnifique, un outil splendide, le télescope. Le miroir que vous voyez là derrière est le miroir d'un télescope dit de Newton, parce que c'est Newton qui l'a inventé. Ce miroir, c'est le miroir de l'ancien observatoire de Namur, il date de 1882. Ce genre de miroir vous permet de voir l'infini. De l'autre côté de ce miroir se trouve l'infini, et en fait le miroir va concentrer les rayons lumineux pour vous faire apparaître les astres lointains. Grâce au télescope, nous allions découvrir de l'autre côté du miroir que l'univers n'est pas seulement plus immense qu'on l'imagine, il est surtout plus immense que nous ne pouvons l'imaginer. Pointer un télescope sur la Lune a été déjà une révolution. Il y a là-haut des reliefs, des montagnes, des cratères, tout un monde qui est à la fois semblable à la Terre, mais aussi tellement différent, et surtout tellement lointain. Se rendre sur la Lune, c'est parcourir l'équivalent de 10 fois le tour du monde. Dans l'échelle bien connue des distances dites de Utsiplou, la Lune, c'est à Dekauchnok. Un peu plus tard, au XVIIIe, XIXe siècle, les télescopes vont nous permettre d'explorer le système solaire, de découvrir notamment 2 nouvelles planètes géantes gazeuses, Uranus et Neptune, et de se rendre compte de la taille caractéristique du système solaire. Neptune est éloigné de nous d'environ 4 milliards de kilomètres, ce qui veut dire qu'il faut, pour se rendre sur Neptune, parcourir l'équivalent de 100 000 fois le tour du monde. Dans l'échelle de Utsiplou, Neptune, c'est juste avant Méga-Ouchnok. Un peu plus tard, au milieu du XIXe siècle, on découvre la véritable nature des étoiles. Elles sont comme le Soleil, immenses et tellement chaudes qu'elles en sont lumineuses. Elles sont surtout extrêmement lointaines, beaucoup plus lointaines que prévu. L'étoile la plus proche de nous, Proxima Centauri, est 10 000 fois plus éloignée de nous que ne l'est la planète Neptune. S'y rendre, c'est parcourir l'équivalent de 1 milliard de fois le tour du monde. Proxima Centauri, c'est à Giga-Ouchnok. Alors que dire des autres belles étoiles que l'on voit la nuit, par exemple les étoiles du Baudrier d'Orion, comme Alnilam et Alnitak? Eh bien, ces étoiles, elles sont plusieurs centaines de fois plus éloignées que ne l'est Proxima Centauri. Il faut parcourir, par exemple, pour aller sur Alnitak, environ 300 milliards de fois le tour du monde, c'est à Giga-Ouchnok le village. Bon, je vous laisse imaginer la scène, vous êtes trompé, vous deviez sortir avant Bételgeuse, vous êtes arrivé à Giga-Ouchnok le village au lieu de Giga-Ouchnok. Bon, c'est pas grave les enfants, vous inquiétez pas, on a peut-être un petit détour à faire, on sera arrivé dans 3 millions d'années. Début du XXe siècle, le télescope permet de fixer l'échelle de l'univers. Les nébuleuses spirales que l'on connaissait au préalable sont identifiées comme des objets identiques à notre galaxie, la Voie lactée.
en tout cas de même nature. Elles comprennent plusieurs centaines de milliards d'étoiles et de matériaux interstellaires que pour pouvoir en former toute une sorte de génération, toute une série de générations. L'objet que vous voyez derrière moi, la nébuleuse d'Andromède, est grande comme 6 fois la pleine lune sur le ciel. C'est immense comme objet. Et pourtant, elle est tellement éloignée que nous la voyons telle qu'elle était il y a 2 millions d'années. Pour se rendre sur la galaxie d'Andromède, il faut parcourir l'équivalent de 500 000 milliards de fois le tour du monde. Ça, c'est Pétaouchnok-Plage. La définition de Pétaouchnok dans l'échelle de Houtsiplou, c'est la porte de l'univers. En cédant l'appel des étoiles, en alimentant notre curiosité grâce au miroir des télescopes, on a trouvé bien du vertige. On a surtout trouvé qu'il y avait tellement plus que ce que nos yeux peuvent voir. Il y a une vingtaine d'années, 25 ans, on a commencé à détecter des planètes autour d'autres étoiles. On les a trouvées dans des situations où on ne s'attendait pas du tout à les trouver. On a trouvé des géantes gazeuses qui étaient très proches, trop proches probablement, de leur étoile hôte. On a trouvé des planètes errantes qui se baladent dans la galaxie. On a trouvé des planètes autour de cadavres d'étoiles qui ont donc survécu à l'explosion de l'étoile. On a trouvé ces systèmes planétaires bien rangés autour d'étoiles naines que l'on jugeait auparavant inintéressantes, ou presque. Bientôt, on va arriver à caractériser l'atmosphère de ces exoplanètes pour voir jusqu'à quel point elles pourraient être habitables pour nous et qui sait, pourquoi pas constituer un plan B quand des fois que la planète ici deviendrait inhabitable. Les agences de tourisme exoplanétaire que vous voyez sur Internet, eh bien, elles relèvent davantage de la science que de la fiction. Peut-on espérer atteindre un jour ces étoiles lointaines ? L'objet le plus lointain que l'être humain était capable de lancer, c'est les 2 sondes Voyager. Elles sont distantes d'environ 18 milliards de kilomètres, distance qu'elles ont parcourue en environ 41 ans. À ce rythme-là, si on utilise la même technologie que pour Voyager, il nous faut 100 000 ans pour aller sur Proxima Centauri. Pourtant, le voyage interstellaire n'est pas interdit par les lois de la physique. Très difficile, mais pas interdit. Et figurez-vous que l'objet le plus plausible qui va nous aider peut-être un jour à aller visiter ces systèmes stellaires, eh bien vous le connaissez bien, vous le contemplez tous les matins, c'est un miroir. Plus exactement, une voile réfléchissante, comme celle-ci. L'idée d'utiliser la pression des radiations, c'est-à-dire un flux de lumière, par exemple venant du Soleil, pour propulser une voile à laquelle on a accroché façon surf, pour aller explorer l'espace lointain, eh bien ça date des débuts de l'ère spatiale, cette idée. Le problème, c'est qu'en utilisant la lumière du Soleil, on a déjà fait plusieurs sondes qui utilisent ce mécanisme, on peut voguer aux alentours du Soleil, mais on ne peut pas aller très loin, parce que l'éclat du Soleil décroît très vite avec la distance. Dans les années 60, on a découvert le laser, et avec le laser a commencé à germer l'idée d'une propulsion à énergie dirigée, c'est-à-dire d'externaliser la source d'énergie des vaisseaux spatiaux, de propulser à distance en éclairant avec beaucoup de puissance des voiles réfléchissantes, en leur cédant de l'impulsion, donc en les propulsant dans l'espace lointain, à l'aide d'une source complètement extérieure. Alors, c'est une idée qui peut paraître saugrenue, mais qui reprend pas mal d'aplomb à l'international ces dernières années, depuis quelques années, parce qu'elle est jugée comme la plus plausible. Elle est notamment le sujet d'un projet, d'une initiative soutenue par plusieurs milliardaires, dont Mark Zuckerberg, des scientifiques comme feu Stephen Hawking, des institutions, tous aussi prestigieux qu'ils sont ambitieux. Leur idée, c'est d'utiliser un gigantesque laser, construire un gigantesque laser qui serait alimenté par énergie solaire et qui servirait à propulser des microsondes de 1 gramme et de les accélérer jusqu'à une vitesse de 20% de la vitesse de la lumière. Avec ça, on pourrait passer au large de Proxima Centauri en 20 ans de voyage. Ça fait un peu cher la partie de surf, mais c'est pas mal. De mon côté, je me suis attaché, parmi les nombreux défis qu'il y a derrière cette idée extraordinaire, parmi ces nombreux défis, je me suis attaché à modéliser la trajectoire des voiles réfléchissantes et d'autres fusées à radiation en utilisant les outils de la relativité générale. On peut modéliser des allées simples et des allers-retours. Mieux, on peut réduire
la durée du voyage pour le voyageur autant que l'on veut en profitant d'un effet appelé la dilatation du temps. On peut également calculer comment le ciel apparaît déformé à un observateur qui se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière et qui subit une accélération assez importante. Sous l'effet de l'accélération et de la vitesse extrême, le ciel apparaît déformé, la couleur des étoiles apparaît changée, et si le voyageur veut pouvoir s'orienter parmi les étoiles, il doit démêler ce sac de nœuds et retrouver la position correcte des étoiles pour ne pas se perdre à Gigaouchnok, le village. Je peux aussi calculer, grâce à ce modèle, le coût énergétique précis de missions à voile réfléchissante ou de missions utilisant des fusées à radiation. Pour envoyer des sondes de 1 gramme vers Proxima Centauri, il vous faut dépenser l'équivalent énergétique de ce que produit un réacteur nucléaire pendant quelques heures. Par contre, pour envoyer une station spatiale habitée, comme la Station spatiale internationale, d'une masse de 100 tonnes, il vous faut dépenser l'équivalent en énergie de plusieurs dizaines d'années de production énergétique mondiale. Donc, si le voyage interstellaire n'est pas interdit par les lois de la physique, il est surtout impayable. Il ne risque pas non plus d'être démocratique. Il va exiger de construire des choses qui sont gigantesques, qui vont nous permettre de détourner, si on va utiliser des vols habités, il faudrait détourner l'équivalent d'un 10 millième, 2 milliardième de la puissance émise par le Soleil. Un 10 millième de milliardième, vous me direz, c'est pas grand-chose. Mais à l'échelle du Soleil, c'est énorme. C'est plus pharaonique, c'est littéralement astronomique. Alors quand on entend souvent dire qu'une des solutions pour nous sera probablement d'émigrer lorsque la planète sera devenue inhabitable et d'aller vers peut-être une de ces exoplanètes qui sont habitables, eh bien on néglige, on vous cache un peu le coût extrême et le caractère non démocratique de ce genre de voyage. On vous cache aussi que, et il ne faut pas oublier peut-être aussi que ça va nécessiter des entreprises qui vont complètement changer la face du système solaire, balafrer notre étoile avec un énorme panneau solaire ou piller toutes les ressources en minerais du système solaire. À quoi ressemblera le monde de demain si certains d'entre nous cèdent complètement à l'appel des étoiles et vont comme ça surfer sur leur voile réfléchissante à l'assaut des étoiles les plus proches? Quel monde laisserons-nous derrière? Est-ce que nous aurons le culot, le cran de nous retourner pour regarder une dernière fois tous ceux que nous aurons abandonnés, ceux que nous n'aurons pas pu prendre avec nous, de regarder le reste, cette partie d'humanité que nous abandonnerons derrière nous, là-bas, de l'autre côté du miroir?